Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coda, l'émission dans laquelle on décrypte les nouveaux codes de l'Afrique. Je suis Benoît Thiolin. Grace, bonjour. Benoît, bonjour. Je suis Grace Libissa. Bienvenue dans Coda. Aujourd'hui, nous allons parler de la joie. La joie. Oui, la joie. Je le refais ? La joie. La joie, merci. Là, on la sent mieux, la joie. Oui, parce que dans un monde où l'actualité peut se faire sombre, anxiogène, un monde où les récits négatifs prennent beaucoup trop de place, un peu, voire beaucoup de lumière ne peut faire que du bien. Et pour en parler, aujourd'hui, nous recevons la poétesse, écrivaine, essayiste et animatrice Kiemis. Bonjour. Bonjour Kiemis, merci d'être là. Je suis ravie d'être là. Après avoir fait une émission sur la joie, aujourd'hui, vous sortez un livre qui s'appelle « Pour la joie, une ode à la résistance poétique et politique ». Tout à fait. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Un grand jour, un jour de sortie de votre livre « Pour la joie », qui rassemble sous votre direction des textes de plusieurs intervenantes, comme Douce Dibongo, Mélissa Lavo ou encore Laura Safou, connue aussi évidemment sous le nom de Mrs Roots. Tout à fait. Alors, on a la sensation que la joie, c'est un sujet qui vous habite depuis longtemps. Moi, j'ai adoré et dévoré votre roman « Et refleurir », dans lequel vous racontez le parcours de votre grand-mère, depuis le Cameroun jusqu'en France. Dans ce livre, la joie persiste malgré les épreuves, il y en a énormément. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi la joie est aussi importante pour vous ? Déjà, merci de m'accueillir sur votre plateau. Je suis ravie d'être avec vous pour parler de joie. Il faut dire que, d'après ma mère, je parle souvent de ma mère, j'étais une enfant très joyeuse. Et puis, au fil du temps, en réalisant dans quel monde on vivait, j'ai transformé la joie en colère. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à être engagée et surtout révoltée en fait face aux injustices que je constatais et j'avais toujours la petite voix de ma mère qui me disait constamment mais Kiemis, pense à la joie, pense à la joie, pense à la joie. Bon, à la vingtaine, on ne veut pas écouter ses parents. Donc je n'ai pas vraiment abordé la question de la joie et puis à la trentaine justement on se dit ah tiens peut-être que ma mère avait raison et effectivement je me suis rendu compte que même si la colère était un sentiment légitime et qui nous permettait de nous soulever. La joie, c'était aussi un sentiment et c'est une émotion, je pense, qui est très nourrissante, qui nous permet d'être en connexion, qui nous permet d'être aimant. Et après tout, pourquoi on est là si ce n'est être en joie, en fait, finalement. Et donc, pour moi, ça a été vraiment, vraiment important de vouloir parler de ce sujet, d'aborder ces questions-là, que ce soit dans, effectivement, Rends la joie, dans Et refleurir et dans mon travail, parce que je pense que sans colère, il n'y a pas de joie, mais je pense que la colère est aussi là pour être à un moment au service de notre joie. C'est pour ça qu'on est indigné, en fait. C'est parce qu'on considère que le plus de personnes possible, en tout cas de mon point de vue, méritent de vivre en joie. Et c'était ça que je voulais rappeler aussi, c'est que la joie, en fait, est centrale dans nos engagements et dans des relations qu'on considère comme épanouies. C'est vrai que souvent, on a tendance à penser, il y a eu des livres philosophiques qui ont été écrits sur colère et passion, je pense, au fait que la politique était drivée par des émotions un peu tristes, au fond. C'est un discours très positif que vous tenez, au fond, sur le fait que colère et joie sont d'abord associées, donc ça peut être un peu paradoxal, mais que la joie peut être un vrai driver dans le monde dans lequel on est. Tout à fait. Alors, pardon, juste avant que vous répondiez, parce qu'on est en train de parler de colère et de votre rapport à la colère et à la joie, ça fait écho au passage de votre livre que j'ai choisi de lire. Donc, si vous êtes d'accord, je le lis. Avec joie, justement. Avec joie. J'ai adoré. Alors, la joie, c'est aussi ça. Un art de vivre ensemble, de résister ensemble, de créer des espaces d'existence où la beauté, la liberté, la créativité ne sont pas secondaires, mais centrales. Elle est politique parce qu'elle refuse de céder le terrain de la vie aux logiques de domination. Alors oui, cette joie ne se donne pas aisément. Il faut aller la chercher avec les dents. Elle se cache sous la peur, sous la violence, sous les injonctions, sous la honte parfois. Elle demande du courage, de la détermination. Elle est un moteur, mais aussi un devoir, un engagement envers nous-mêmes, envers celles et ceux qui viendront après nous. Une promesse que le feu ne s'éteindra pas. Refuser la joie, c'est parfois collaborer sans le vouloir à notre propre effacement. C'est accepter que tout ce qui vit en nous soit secondaire, accessoire, inutile. Alors non, je n'accepte pas.
Je refuse la résignation. Ma joie ne nie pas la colère, elle ne la dilue pas. Au contraire, elle la complète, l'honore, la prolonge. La colère est un réflexe sain, une réaction immédiate, viscérale, humaine, la manifestation brutale de la vie qui refuse d'être piétinée. C'est la dignité qui hurle, qui se cabre, qui dit non. La colère nous arrache au silence, elle nous redresse, elle est l'électrochoc. Toutefois, la joie est ce qui nous permet de rester debout après ce sursaut. Elle transforme l'indignation en trajectoire. La joie ancrée, la joie décidée, représente une manière d'habiter ce monde sans renoncer à le changer. Elle ne s'oppose pas à la rage, elle la nourrit d'un horizon. Elle rappelle que nous ne sommes pas que les enfants de la perte, nous sommes aussi les enfants du désir. Et ce désir-là, celui de la beauté, de justice, de liens vrais, est plus ancien que toutes les guerres. La joie n'est pas une fuite, elle n'est pas l'oubli, ni le confort qui engendre ce dernier. Elle est le refus du désespoir comme destin, une manière d'habiter notre indignation avec tendresse, avec durée, avec engagement. Elle donne un avenir à la révolte, elle en est l'écrin. Wow. Belle synthèse entre les liens colère et passion. Hein. Tout est dit, Je vais le dire. Et tout n'est pas dit, il faut lire le livre en entier. Oui, c'est vrai. Tout donne des frissons. Merci beaucoup. Je crois que il y a un geste un peu égoïste dans le fait de le rappeler. Je le dis aussi dans le livre, je pense que quand j'écris ça, c'est aussi parce que je pense que parfois on n'ose pas s'autoriser la joie, on considère que c'est vain, on considère que c'est une distraction, ou que c'est futile, ou que c'est naïf. Et moi, je clame la naïveté, je clame notre droit à la douceur et à la tendresse. Je crois que c'est essentiel de se souvenir que on a droit à la tendresse, on a droit à la douceur, on a droit même à la naïveté, même si on a dépassé 7 ans. Et c'est pour ça que j'écris ce livre. J'écris ce livre pour nous rappeler à notre droit à vivre bien et à vivre heureux. Et je crois que c'est pas vain. Je crois que c'est le but de notre existence. Alors, puisque Grace nous a lu un très beau passage de votre livre tout à l'heure, moi je suis plus prosaïque, je suis allé chercher dans le dictionnaire la définition de la joie. On peut lire que c'est un sentiment de plaisir, de bonheur intense caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. C'est quoi votre définition à vous de la joie? Est-ce que vous vous retrouvez avec celle-là? Est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce que vous avez la vôtre d'abord? Je crois que pour moi, la joie, c'est un élan vital. C'est un élan qui nous traverse. Effectivement, il y a une notion de plaisir, il y a une notion de bonheur, entre guillemets, mais c'est d'abord un élan, c'est un mouvement. C'est quelque chose qui nous permet d'être en connexion, je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui nous... C'est rare quand même d'être comment dirais-je, d'être en joie seul. On est en joie parce qu'on a atteint quelque chose dans un contexte d'une société ou parce qu'on on est en communion avec d'autres personnes. Moi, j'ai beaucoup de joie en communion, en dansant, en étant dans des manifestations. Il y a quelque chose de très joyeux là-dedans. Donc, je vois ça plutôt comme un... Enfin, bien sûr, j'adhère à la définition classique, mais je vois ça vraiment comme un mouvement, un élan de vie. Voilà. C'est ça pour moi la joie. Et un élan de vie, si je rebondis sur ce que vous disiez, au fond, l'homme est un animal social. La joie est sociale quand même, pour l'essentiel. Tout à fait. Pour moi, je pense que la joie est collective et c'est d'ailleurs pour ça que ça ne faisait pas sens de parler de joie sans faire intervenir des personnes, des artistes, des autrices, on va peut-être en parler, des personnalités qui m'ont beaucoup marquée parce que pour moi, je crois que la joie, elle peut pas... en tout cas, ma joie, puisqu'il peut exister plusieurs types de joie, mais la mienne, celle qui me transcende et celle qui me fait être reconnaissante d'être sur Terre, c'est une joie qui est forcément collective, qui existe dans un groupe. Alors, pardonnez-moi. Non, pardon. Et justement, alors du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le choix, les choix d'ailleurs que vous avez fait dans votre livre, écrivain, poétesse, voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur qui vous avez tenté de réunir dans ce livre? Bien sûr. Livre écrit par des femmes. Tout à fait. Alors, quand j'ai commencé à penser cette question de la joie, il faut comprendre que ça vient après évidemment des années de lecture sur le racisme, le colonialisme, le sexisme et toute forme de discrimination qui puisse exister. Et donc des années à être très en colère. Et quand j'arrive au moment où je commence à réfléchir avec mon éditrice sur cette question de ce projet sur la joie,
tout de suite, ça fait sens de me dire que je ne peux pas être seule dans cette recherche de joie. Il faut absolument que j'ai besoin, il faut absolument que j'ai des acolytes avec moi, des complices. Et pour moi, les personnes qui m'inspirent beaucoup, ce sont des... Je suis moi-même autrice et poétesse, mais la manière dont j'écris et la manière dont j'ai commencé ma carrière d'écrivaine, de poétesse, d'autrice, c'est aussi en discussion avec certaines autrices, notamment Laurane Safou, j'ai été donc qui est autrice jeunesse, qui est autrice tout court d'ailleurs. Notamment, j'ai été très inspirée par exemple par le travail de l'afroféministe Fania Noël. J'ai été très inspirée par des poétesses comme Rim Battal et des philosophes, une philosophe absolument brillante, Nadia Yala Kisukidi, qui est une philosophe qui parlait d'ailleurs de notions de lumière africaine, qui travaillait avec Felwine Sarr, etc., etc. Et donc quand j'ai eu l'occasion d'avoir justement cette plateforme entre guillemets, je me suis dit ça fait sens en fait de réunir des personnes qui m'ont inspirée, parce que je pense, en tout cas ma manière de voir la création, l'écriture, le travail artistique, c'est une manière de... C'est pas collaboratif parce qu'on est très seul, mais ce travail-là, en tout cas mon travail n'existe pas de manière solitaire. J'aime souvent le dire, je me vois appartenant à une galaxie d'autrices, de poétesses, d'artistes qui m'inspirent. Je suis quasi certaine que je dois les inspirer un petit peu aussi, si je suis un petit peu arrogante. Et voilà, il y a cet échange, il y a ce partage. Et ça a rendu d'ailleurs l'aventure artistique et créative extrêmement enrichissante en fait. Et donc, quand je me suis dit que j'allais écrire sur la joie, ça m'a paru juste tomber sous le sens de leur demander de m'écrire un texte sur la joie. Et d'ailleurs, ça n'a pas été si simple parce que voilà, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas forcément un thème qui est très exploré, mais en même temps, ça qui est bien. On va aller rechercher un petit peu des choses. Et puis, par rapport à la question de pourquoi il n'y a pas d'hommes... Alors, c'était la question que j'allais vous poser. Ah, j'anticipe. À la base, il devait y avoir un homme, figurez-vous. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Voilà. Tout simplement, c'était pas... Enfin, en tout cas... Donc, c'est plus le hasard. Comment dirais-je? Ou non. peut-être pas complètement. Il y avait un homme invité, il n'y avait pas 15 hommes. Non. Il y avait un. Il n'y en avait qu'un. Et il s'est défilé, en fait, si on comprend bien. Défilé, non, je ne dirais pas qu'il s'est défilé. Je dis juste que malheureusement, il n'a pas pu contribuer finalement à cet ouvrage. Après, il est évident que pour moi, c'est très important de mettre en lumière le travail d'artistes, de poétesses, d'écrivaines féminines. Ne serait-ce que parce que déjà, tout simplement, c'est leurs mots qui traversent ma vie. C'est aussi elles qui m'inspirent. C'est en les regardant aussi que je me suis dit, moi aussi, je vais pouvoir être écrivaine. Moi aussi, je vais être poétesse. Moi aussi, je vais être autrice. Donc, pour moi, ça faisait juste sens de les inviter à parler de joie. J'ai eu une petite frustration parce que je trouvais que ça aurait pu être aussi intéressant d'avoir plusieurs points de vue masculins. Mais je crois que je laisse les hommes s'occuper de peut-être proposer aussi une anthologie sur la joie, des hommes de multiples horizons. Et j'aurais vraiment à cœur de lire ça, et je le dis vraiment sincèrement sans ironie, parce que souvent il m'est arrivé de poser cette question à des hommes et j'ai eu beaucoup j'ai eu des moments de silence quand je posais la question: qu'est-ce qui te met en joie, qu'est-ce qui te ravit, qu'est-ce qui t'émerveille. Bon, parfois ils me regardaient avec des gros yeux en me disant: bon, qui est Miss, merci pour tes questions, mais en fait j'essaie de boire tranquillement, quoi. Donc je serais, je pense, très intéressée de lire en fait des travaux là-dessus, en sachant qu'il y a aussi des philosophes qui ont exploré la question de la joie. Un philosophe français, Bergson, Gilles Deleuze, etc. Mais là, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des contributions féminines quand même. Merci beaucoup pour ça. Moi, j'aime vraiment énormément ce que vous dites sur la joie collective et le fait qu'on fait partie d'une galaxie de personnes qui nous inspirent et que tout ça, ça permet à une création toujours plus lumineuse. Le sujet de la joie, vous l'avez dit, c'est pas un sujet simple. Non. C'est un sujet qui peut parfois dérouter. Comment vous avez fait pour convaincre les autres personnes qui ont contribué au livre d'écrire? Est-ce que ça a été compliqué de les convaincre? Est-ce que ça a été plutôt simple?
Comment ça s'est passé? Comment vous approchez quelqu'un avec ce sujet? Je crois qu'en tant que créatrice, les personnes que j'ai approchées, je les ai pas approchées par hasard, hein. Par ailleurs, j'ai parlé beaucoup des autrices, mais il y a aussi une musicienne, Mélissa Lavo, il y a aussi évidemment une DJ, Claude Emmanuel Gajan-Moll. Enfin, il y a d'autres types de formats. Je crois qu'elles étaient toutes un petit peu déstabilisées par le thème, effectivement. Après, j'avais déjà fait mon émission Dans la joie, donc elles commençaient à me voir un petit peu. Donc, Kémis, tes histoires de joie, merci, tes obsessions, voilà. Mais néanmoins, je crois qu'elles étaient un petit peu déstabilisées parce que là, il fallait qu'elles créent. Et en même temps, elles sont brillantes, en fait. Donc, elles ont pris ça comme un challenge, comme un défi. Et d'ailleurs, pour les personnes qui nous entendent, s'ils ont envie de nous dire ce qui les met en joie s'ils ont envie de vivre avec cette question aussi, je pense que ça pourrait être fascinant. Mais effectivement, il y a eu un moment de déstabilisation et je trouve que c'est intéressant finalement. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. C'est dingue de se rendre compte. Et je ne le dis pas d'un point de vue moralisateur, parce que je comprends pourquoi ça peut l'être. Je ne suis pas tout le temps en joie, hein, il faut quand même le dire. Voilà. Ça m'arrive comme tout le monde d'être en colère ou triste, ou je suis un être humain, voilà. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de constater à quel point cette question, elle déstabilise, en fait. Elle déstabilise peut-être plus que qu'est-ce qui t'a ennuyé aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a embêté, si je reste polie, qu'est-ce qui t'a rendu triste, etc. Quoique triste, ça peut être aussi déstabilisant, mais néanmoins, les émotions, je dirais, négatives paraissent plus accessibles. Et paraissent être des ferments de création plus accessibles. Et moi, je refuse ça. Je refuse. Je considère que la joie, je crois que ça peut être aussi un endroit très fertile. Et on doit s'en emparer. Donc voilà. Et je pense que c'est aussi ce qu'ont proposé les autrices, les chercheuses, penseuses. Dans le livre, il faut... Pour être quand même très clair, c'est un livre qui peut être aussi très critique de cette notion de joie, comment elle est utilisée. On chemine avec les autrices. C'est pas non plus évident pour elles. Mais c'est aussi ce que je trouve intéressant. C'est que moi, j'ai cet engagement, je dirais, envers la joie. Et après, au bout d'un moment, ça devient aussi un muscle. Donc, j'ai eu l'habitude. Voilà, c'est quelque chose qui m'a traversée. Mais avec les autrices, on peut aussi faire un chemin. Elles ne sont pas en négation d'autres sentiments plus négatifs. Et ça, je trouve que c'est ça qui rend la chose réelle et vraie et sincère. L'idée, c'est pas de dire allez, il faut tout le temps être de bonne humeur. Non. Mais c'est de dire ça, c'est important. Je pense qu'il faut y dédier du temps et ne pas oublier que c'est ça je pense en tout cas, c'est ça qu'on vise et c'est ça qu'on cherche. Oui, parce que vous parlez de joie comme joie militante. Je trouve qu'il n'y a pas de naïveté dans l'écriture, dans le livre. C'est très réaliste, très ancré dans le réel. Mm-hmm. Et ma question, c'est, sans être dans la naïveté, est-ce que vous pensez sincèrement que la joie peut nous sauver? Oui, je crois. Alors, moi, personnellement, je ne dénie pas le mot naïveté, je le disais tout à l'heure. Je pense que garder sa naïveté, c'est un privilège qu'il faut défendre. Garder sa tendresse dans ce monde, c'est difficile. C'est un geste de vraiment... il faut la tenir au corps, cette tendresse, parce qu'elle nous est arrachée. Donc je pense que quand elle est là, quand elle demeure, il faut la choyer, il faut la respecter, l'honorer. Ensuite, je pense, est-ce que la joie peut nous sauver? Je pense que la joie peut faire partie des outils qui nous sauvent. La faire advenir, travailler pour. Et ça ne veut pas forcément dire qu'on va tout le temps être en joie. Je pense que c'est important de le rappeler. Chercher la joie, c'est aussi être en colère, parce que c'est aussi se rendre compte que, dis donc, on est empêché aussi. On est frustré, on est rendu triste. Néanmoins, quand elle advient, quand elle est présente, quand elle est créée, elle nous sauve, oui. Je crois qu'elle nous réanime, elle nous réveille. Elle nous soigne, elle nous guérit, elle nous réunit, elle nous permet de nous retrouver. Et c'est ça qui nous sauve. Alors moi, je crois que j'ai bien compris le lien que vous faisiez entre la joie et la colère. Je ne voudrais pas vous mettre en colère, mais je voudrais quand même vous poser une question un peu impertinente. En tout cas, on est en 2025. Dans Coda, on parle beaucoup de tech aussi, selon les émissions. Pourquoi, en 2025, avoir préféré faire un livre et pas plutôt un podcast, une vidéo? Pourquoi un livre aujourd'hui?
déjà, il faut le dire, j'ai déjà fait un podcast et une vidéo. Et, Super podcast. Merci, ça fait rendre la joie. Et effectivement, c'est une question qui est tout à fait justifiée. Mais j'avoue que, bon, déjà, je suis autrice, donc je suis attachée à l'objet livre. L'objet. Ah oui, vraiment, le truc de la page. Et puis même, en fait, finalement, je trouve que le livre, c'est très... en fait, respectons le livre. Mettons du respect sur le livre, parce qu'on lit des choses qui datent d'il y a 30, 40, 50, 60, 70 ans, des siècles, des millénaires. J'ai encore découvert, moi, des autrices antillaises, des auteurs africains qui ont écrit et qui sont morts avant ma naissance. Et pourtant, je continue à lire leurs œuvres. Je continue à trouver leur savoir, à être dans leur cerveau, à être dans leur imaginaire. Il y a un truc du mot écrit, du mot imprimé. Alors, c'est pas la seule chose, évidemment. Quand même, je suis africaine, donc c'est quand même pas la seule chose. Néanmoins, je pense que ce mot imprimé, il a une puissance et une force qu'on ne peut pas nier. Et je pense que le podcast a vraiment des bons côtés. Je pense que la vidéo a des très bons côtés. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intemporel du livre que je ne retrouve pas forcément dans un podcast ou dans une vidéo. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que je pense qu'en fait, il y a un acte délibéré quand on lit un livre. On ne peut pas lire un livre et écouter un podcast et regarder deux vidéos. C'est pas possible. Et encore moins quand on l'écrit. Ça, c'est clair. Pourquoi je peux écrire avec la musique, mais c'est sûr que, voilà, je pense que lire, ça demande du temps, ça demande de l'espace, ça demande de l'attention, de la concentration. Exactement. Tout ce que le monde d'aujourd'hui ne nous facilite pas. Exactement. Et ce qui fait qu'on n'a pas, c'est ce que j'essaie de dire hier, en fait, on n'a pas le temps de laisser les mots nous toucher et s'intégrer à nous, en fait, nous pénétrer, en fait, finalement. On regarde une vidéo, on en regarde une autre. Moi, j'ai regardé des vidéos YouTube, ça se trouve, je me souviens même pas de la vidéo que j'ai regardée hier. Oui, c'est des machines à dopamine. Exactement. Alors que là, on est concentré. Donc la joie, c'est quand même aussi un travail sur soi et un travail de concentration, en fait. C'est un peu ce que vous nous dites. C'est ça. Différemment aussi. C'est ça. Et puis, je pense que finalement, le livre, en fait, il permet aussi, je crois, des moments c'est peut-être exagéré comme mot, mais de recueillement. Ça nous permet un espace de silence où, voilà, on est concentré sur ça. Et finalement, c'est aussi ce que la joie demande, la donnée la plus importante du XXIe siècle, c'est-à-dire l'attention. C'est ça que je pense qui est important aussi dans mon travail, c'est se concentrer sur cette joie, aller la chercher. C'est un acte délibéré. Et c'est vrai que je crois que le livre, c'est un bon espace pour ça. Je pense que c'est vraiment important ce que vous dites sur le fait de se concentrer, de s'arrêter, et sur notre attention qui nous échappe complètement. Et c'est vrai que s'arrêter sur le livre et prendre le temps de se laisser toucher par tout ce qui est écrit, là en l'occurrence dans ce livre, pour la joie et finalement pour soi, ça me paraît vraiment très très important. En dernière question, j'aimerais vous demander de nous parler de l'autrice extraordinaire qu'on appelle Bell Hooks, qui vous a beaucoup influencé, qui vous influence beaucoup dans vos créations, dans votre création. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, pourquoi et notamment sur son travail autour de l'amour ? Tout à fait. J'ai rencontré Bell Hooks, qui est donc une militante féministe noire américaine qui a connu, qui est de mon point de vue, une des plus grandes penseuses de la deuxième partie du XXe siècle aux États-Unis, qui est théoricienne politique, qui est critique culturelle aussi. Elle a fait 1 million de choses, Bell Hooks, et elle est décédée en 2021, il me semble, si je ne me trompe pas. En fait, le travail de Bell Hooks m'a beaucoup touchée à plusieurs égards. Alors, c'est une femme noire qui parle effectivement des questions de racisme structurel, de sexisme et comment ces deux systèmes d'oppression, ou plus d'ailleurs, parfois elle parle effectivement de la question de la classe sociale, comment tout ça s'entremêle. C'est pas la seule, évidemment, il y a plein de féministes, comment dirais-je, francophones et africaines comme Fatou Sow qui en parlent, mais à l'époque, je rencontre le travail de Bell Hooks et je suis tout de suite immédiatement fascinée parce qu'elle parle, elle est très brillante, mais elle parle de manière très simple. Elle jargonne pas. Quand elle dit quelque chose, c'est clair. Et d'ailleurs, je rencontre d'abord son premier essai, enfin c'est pas son premier essai, mais en tout cas le premier essai que je rencontre, c'est un essai qui parle de la colère. Et comme je le disais tout à l'heure, à ce moment-là, j'étais très en colère. Donc
qu'elle parle du racisme, de comment le racisme l'a fait bouillir, comment voilà. Donc et elle parle évidemment d'autres choses. Et tout de suite, je suis très attachée par ça parce qu'en fait, je me reconnais. Et puis c'est encore une fois une théoricienne, mais qui parle normalement en fait, qui parle d'elle, qui part d'elle, et ensuite elle nous parle de toute une théorie politique, alors qu'elle est vraiment brillante. Hein. Donc c'est pas facile de faire ça, d'arriver à rendre des sujets aussi complexes simples. À vulgariser. À vulgariser, exactement. C'est vraiment pas facile, même si finalement ce mot, je suis pas super fan, mais oui, tout à fait. À rendre accessible au plus grand nombre. Tout à fait, exactement, à rendre accessible au plus grand nombre. Et c'est un vrai engagement politique de sa part, par ailleurs. Et ensuite, en fait, juste après ce livre sur la colère, je lis, à propos d'amour, à l'époque, je lis All About Love, désolée pour mon accent anglais un peu bizarre, et je crois que c'est vraiment le moment où j'ai l'impression de rencontrer une pensée qui, à ce moment-là, pour moi, est rare, parce que voilà une autrice, une théoricienne politique qui nous parle de la question de l'amour, qui ne la met pas aux oubliettes, qui ne la déconsidère pas, qui ne considère pas que c'est un petit sujet, au contraire. Elle parle du fait que, comment dirais-je, l'amour, en fait, l'amour ne fait pas partie de la société. On ne nous apprend pas ce qu'est l'amour. Elle dit une phrase très très juste, dans l'amour il n'y a pas de violence, dans l'amour il y a justice, il y a confiance, il y a capacité de création et de faire grandir. L'amour c'est un verbe, c'est une action. Et en fait, son travail, il me traverse, il me transperce, parce qu'elle ne parle pas juste d'amour entre des individus, hein, elle parle de l'amour dans un contexte où elle vit dans une société qui est raciste, elle vit aux États-Unis, donc voilà, une société, on le sait, hein, les Noirs sont minoritaires, parce que c'est encore autre chose dans d'autres contextes. Elle parle de féminisme, elle parle de rapport avec les enfants, la place des enfants, est-ce qu'on les aime, est-ce qu'il peut exister de l'amour quand il y a violence. Elle dit non, ce qui est très, qui peut être bouleversant. Elle parle de l'amour du divin, elle parle de l'amour spirituel, elle parle de l'amour communautaire, et elle ouvre comme ça des portes où elle dit qu'est-ce que ça serait une société qui est construite autour de l'amour. Quel type de politique publique il y aurait si l'amour guidait, ou la recherche de l'amour guidait les politiques ou les personnes qui sont au pouvoir, tout simplement. Et comment ça transformerait notre société. Et ça, c'est vraiment extrêmement puissant pour moi, quoi. Parce qu'elle passe comme ça de considérations extrêmement spirituelles à des considérations tout à fait matérielles, tout à fait présentes, quoi. Et ça, c'est époustouflant. Et en plus, elle le fait dans une langue simple et accessible et en même temps vibrante. Voilà, j'aime beaucoup Bell Hooks. C'est une vraie inspiration, cette femme. Merci beaucoup, Kiemis, parce que c'est vrai que c'est époustouflant, c'est beau et ça donne de l'espoir, comme ce livre. Oui, merci. On vous recommande d'acheter, de lire et merci d'être venu partager la primeur du lancement de votre livre et votre joie qui déborde de ce plateau. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous contacter pour nous partager vos ressentis et votre propre rapport à la joie. Et à partager votre joie autour de vous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, ici même, dans Coda. D'ici là, bonne semaine, prenez soin de vous, restez curieux, restez ouverts et surtout, continuez à tout faire pour comprendre le monde autrement. Nous vous attendons nombreux. Merci, à bientôt et bonjour chez vous.